34i, le procureur contre Mladen Naletelic alias Tuta, Vinko Martinovic alias Stella. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer le personnel des audiovisuels, les interprètes. Bonjour, Monsieur le Président. M'assurer qu'ils m'entendent. Oui? Oui, Monsieur le Président, on vous entend. Merci beaucoup. Saluer aussi le public qui participe à nos débats. Les procédures préliminaires, donc nous sommes dans les procédures préliminaires. Plus précisément, à la comparution initiale de M. Naletelic, qui est réglée par l'article 62 du règlement. Je me tourne maintenant vers le banc du procureur pour savoir qui va le présenter. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les juges, alors l'accusation est présentée par moi-même, ainsi que par Frank Terrier, Douglas Stringer et Monsieur Vassili Porivev. Merci beaucoup, Madame le procureur. Je me tourne vers la défense. Maître, pouvez-vous vous présenter, nous dire de quel barreau vous êtes et quels sont vos qualificatifs d'agrément auprès du tribunal, en tout cas, tels que vous les avez présentés à monsieur ou madame le greffier. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je m'appelle Krešimir Krsnik, je suis avocat de Zagreb, je suis au barreau de Croatie. Monsieur le Président, je connais bien évidemment les langues officielles de ce tribunal, mais vous me permettrez de vous parler en langue croate. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si jamais vous vous intéressez à autre chose, je suis à votre disposition, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Donc, Maître Krsnak, si je prononce bien? Ce n'est pas toujours facile. Krsnik. Krsnik. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant. Monsieur le greffier, Madame le greffier, est-ce que tout est réglé concernant le mandat de Maître Krsnik? Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. À présent, je vais me tourner vers Monsieur Naletelic, qui comparaît aujourd'hui pour la première fois suite à un acte d'accusation qui a été dressé contre lui par le procureur de ce tribunal. Monsieur Naletelic, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Et répondre aux questions que je vais vous poser. Pouvez-vous énoncer clairement votre nom et prénom? Je m'appelle Mladen Naletelic Tuto. Quelle est votre date de naissance et lieu de naissance? Je suis né en 1946, le 1er décembre. Et où êtes-vous né? Je suis né à la colline Tsiganski, Široki Brijeg. C'est en Bosnie-Herzégovine. Quelle est votre profession ou occupation et résidence avant de venir ici? Moi, j'étais manager et j'habitais l'hôtel Esplanade. Les 5-6 derniers mois. La dernière fois, j'ai été en prison, à Zagreb. Êtes-vous marié et avez-vous des enfants? Oui, j'ai été marié et j'ai des enfants. Donc, aujourd'hui,
Aujourd'hui, M. Naletelitz, il s'agit de votre comparution initiale devant ce tribunal. C'est une formalité, bien sûr, substantielle, dans laquelle il faut que vous soyez présent et conscient avec votre avocat, car c'est le moment, après votre arrestation, où il vous est donné, pour la deuxième fois, la possibilité de prendre conscience de toutes les charges que le bureau du procureur a énoncées contre vous et qu'un juge a confirmé, en attendant qu'évidemment les preuves soient échangées dans un débat contradictoire. Pour que les choses soient claires, M. Naletelitz, je vais d'abord demander à Madame la greffière de rappeler les textes constitutifs qui sont ceux qui vous donnent un certain nombre de droits et vont vous permettre ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente comparution, qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable et de savoir sur quel chef d'accusation vous plaidez coupable ou éventuellement vous plaidez non coupable. Vous pouvez vous asseoir pendant cette lecture, M. Naletelitz. Néanmoins, je vous demande d'être très attentif à la lecture de ce texte, ainsi que votre avocat, mais votre avocat connaît certainement très bien le texte. Madame la greffière, pouvez-vous lire les textes des articles 20 et 21 du statut et 62 du règlement, s'il vous plaît? Article 20 du statut du tribunal. Ouverture et conduite du procès. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé et, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au tribunal international. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 20 du statut du tribunal, les droits de l'accusé. Tous sont égaux devant le tribunal international. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du présent statut. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes. À être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. À être jugée sans retard excessif. À être présente au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même et de s'avouer coupable.
Article 62 du règlement de procédure et de preuve. La comparution initiale de l'accusé. Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparaît sans délai devant la chambre ou un juge de celle-ci et est mis formellement en accusation. La chambre de première instance ou le juge s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. Donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. Informe l'accusé que dans les 30 jours suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation, mais qu'il peut, s'il le demande, plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs d'accusation. Si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité. Si l'accusé plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. Si l'accusé plaide coupable, devant la chambre de première instance, agit conformément à l'article 62 bis ou, devant un juge, renvoie le plaidoyer de la chambre à la chambre de première instance pour qu'elle agisse en conformité avec l'article 62 bis. Donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Merci beaucoup, Madame la greffière. Je me tourne maintenant vers Maître Krasnick. Est-ce que l'accusé a bien reçu une copie de l'acte d'accusation dans sa langue et a-t-il bien compris la teneur? Oui, Monsieur le Président, mon client, il a pris connaissance de l'acte d'accusation, il a compris. Excusez-moi, Maître Krasnick, je n'étais pas dans le bon channel. Pouvez-vous me répéter, s'il vous plaît? Excusez-moi, c'est ma faute. Oui, Monsieur le Président, mon client a pris connaissance de l'acte d'accusation, il l'a compris. Monsieur Naletelitz, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Monsieur Naletelitz, avez-vous bien reçu l'acte d'accusation dans votre propre langue? Oui. Avez-vous bien compris la teneur de l'acte d'accusation? Oui, très bien. Êtes-vous prêt aujourd'hui à nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation? Oui, je vois que Maître Krasnick veut parler avant la réponse de son client. Vas-y, Maître Krasnick. Monsieur le Président, je vous remercie, mais avant que mon client dise quoi que ce soit au sujet de l'acte d'accusation, j'aimerais tout simplement avertir la Chambre sur un problème qui est très grave. Il s'agit de l'état de santé de mon client. Et il est vrai, Monsieur le Président, que mon client est un cardiaque très grave. Jusqu'à il y a 6 mois, on l'a traité de manière intense et il a subi les interventions chirurgicales très graves. Et comme le tribunal est déjà au courant, il y a un expert ou plutôt une équipe d'experts qui s'est rendue à la clinique à Zagreb où il a été traité. Ils ont examiné 2 fois mon client et la 2e fois, ils ont constaté qu'il était capable d'être transporté ici, mais à l'opposé des experts de Zagreb qui ont averti le juge croate qui a été chargé de M. Naletelitz, moi également, en tant que son conseil, sur l'état de santé de M. Naletelitz. Et par conséquent, ce processus demande beaucoup d'efforts et un stress également, que ceci pourrait provoquer des conséquences fatales pour
mon client. C'est la raison, Monsieur le Président, Monsieur le juge, que je suis d'avis qu'il est indispensable d'abord que les experts puissent procéder à une expertise au sujet donc de la psychologie de mon client, d'avoir également un expert en cardiologie, et ce n'est que sur la base de cela que la Chambre pourrait poursuivre le procès. Compte tenu du fait que les conseils considèrent que ce tribunal devrait tenir compte des principes les plus élevés qui relèvent du droit international, je pense que vous allez bien vouloir accorder l'expertise avant que le procès soit ouvert pour que mon client puisse ne pas être menacé du point de vue santé. Si la Chambre ne décide pas aujourd'hui à ce sujet-là, à ce moment-là, bien évidemment, je vais faire une requête sous forme écrite à ce sujet-là. Excusez-moi. Maître Krasnik, je vais demander à Maître Naletelitch de s'asseoir pour l'instant, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Naletelitch. Donc, quelle est votre requête maintenant, Maître Krasnik? Nous sommes à la comparution initiale. La comparution initiale, c'est une formalité, comme vous savez, où l'accusé doit plaider coupable ou non coupable pour chaque acte d'accusation ou chaque chef d'accusation. Il ne s'agit pas maintenant du procès. Et donc, comme vous avez bien entendu, votre client a bien dit qu'il a reçu l'acte d'accusation dans sa propre langue, qu'il a bien compris la teneur. Donc, maintenant, il s'agit seulement de répondre s'il plaide coupable ou non. Quelle est votre requête? Quelle est votre requête maintenant, Maître Krasnik? Monsieur le Président, ma requête est simple. Le Conseil, nous considérons que la santé de mon client est menacée et qu'à tout moment, il peut subir des séquelles fatales. C'est la raison pour laquelle j'avertis la Chambre. Et c'est pour moi également, Monsieur le Président, que je le fais dans ce prétoire aujourd'hui. Procureur, mais je veux quand même vous dire que le procès ne va pas commencer aujourd'hui. Il ne s'agit pas de commencer le procès. Oui, j'ai bien compris, Monsieur le Président. J'ai tout à fait bien compris, Monsieur le Président. Mais la défense considère que nous ne pouvons même pas commencer la comparution initiale. Mais il faut que les experts puissent d'abord constater, l'examiner, voir s'il est capable ou non de donner des réponses, quelles qu'elles soient. Ce ne sont que des experts, véritablement. C'est une question formelle. Moi, je comprends parfaitement la comparution initiale. Mais pour la défense, c'est déjà le début. Et c'est avant la comparution initiale, la défense considère qu'il est indispensable de constater si mon client est capable ou non de subir ce qu'il a à subir ici. Parce que sinon, ça peut être fatal pour lui. Madame le procureur, quel est votre avis devant cette requête? Oui, Monsieur le Président. Je dois dire que l'audience pour la comparution initiale, elle a déjà commencé. On est en train de la terminer. On est en train de la terminer avec une réponse de l'accusé qui nous dira s'il plaide coupable ou pas. Parce qu'il connaît l'acte d'accusation, il connaît les chefs d'accusation. Donc, la défense vous dit maintenant, mon client ne peut pas répondre parce que son état de santé ne lui permet pas. Alors, Monsieur le Président, là, on ne peut plus suivre. Dans le sens qu'on est tout à fait d'accord que si la défense demande une expertise, on n'est pas contre une expertise. On en a déjà eu 2, 3 ou 4 de ces expertises, bon, on en fait une de plus, tout à fait d'accord. Mais qu'alors maintenant, l'accusé Touta ne peut pas donner une réponse sans mettre en danger son état de santé, alors là vraiment, je n'y arrive plus. Alors Monsieur le Président, j'estime que cette audience pour la comparution initiale, nous devons pouvoir la terminer, et on peut la terminer simplement quand il nous dit. Ou bien il ne parle pas du tout, parce que l'article dit aussi que, n'est-ce pas,
si il ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre, ce sera la troisième solution s'il ne veut pas non plus s'exprimer oralement, verbalement là-dessus. Voilà, Monsieur le Président. L'accusation fait opposition à cette requête, mais en disant que l'expertise peut se faire dès demain. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame le procureur. Maître Krasnitch, je ne peux pas faire votre travail, donc le président de la Chambre ne peut pas faire votre travail, mais vous avez entendu lire l'article 62, et quand j'ai commencé pour vous demander quelle était votre requête, vous devez faire une requête. Vous ne pouvez pas rester sur un avis. Donc, je vais vous donner la parole. Je ne peux pas vous dire que vous devez faire ça ou ça. Je vous demande seulement de savoir quelle est votre requête. Et donc, vous avez la parole, Maître Krasnitch. Monsieur le Président, je vous remercie. Ma requête est tout à fait claire. Je n'abonde absolument pas dans le sens de ce que venait de dire Madame le procureur. Bien évidemment, il peut dire oui ou non, il peut être coupable ou pas coupable. Ma requête est parfaitement claire. Par conséquent, ce tribunal, d'après la défense, devrait permettre l'expertise et constater si mon client est capable de suivre le procès qui va s'ouvrir. Pour moi, c'est parfaitement clair. C'est ce que j'ai dit dès le début. C'est la raison pour laquelle je considère qu'avant, par conséquent, de commencer le procès, c'est de le constater. Qu'est-ce que nous allons obtenir, Madame le procureur? Et les experts vont constater qu'il n'est pas capable de suivre le procès. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ils vont tout simplement, donc, je le répète, constater qu'il n'est pas capable d'être un paysan, de suivre et que sa santé serait menacée et qu'il y a des séquelles fatales également qui risquent. Je pense que c'est ça ce que la défense maintient. Par conséquent, aujourd'hui, bien évidemment, il est capable de plaider coupable ou non coupable, mais dès le début du procès, moi, je parle d'un problème, j'avance un problème qui peut être extrêmement grave. Dans la seconde même, par exemple, si maintenant il présente une crise cardiaque, qu'est-ce qu'on va faire? Et je n'ai pas averti la Chambre. C'est de ça que je parle. Krasnitch, vous êtes un avocat. Oui, vous êtes un avocat. Oui. Oui, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas médecin. La Chambre sait, et nous avons une expertise des médecins qui nous disent, qui ont conclu, nous estimons que le patient Mladen Naletelitch est actuellement capable, du point de vue mental, de comprendre. Il s'agit maintenant de comprendre seulement, de comprendre ce qui se passe. Et mentalement apte à saisir les accusations et la procédure engagée contre lui et à contribuer à sa défense. Donc le problème maintenant, c'est seulement de savoir s'il est capable de comprendre. Et les médecins nous ont dit oui. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc, je vais vous demander, seulement une minute, je vais parler avec mes collègues et la Chambre va prendre une décision.
Chambre a estimé que la défense requête qu'on reporte le moment de plaider coupable ou non coupable. Je crois que si la Chambre a bien interprété, donc au terme des articles 62 du code de notre règle, si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité. Mais la Chambre estime qu'il doit être bien informé de l'acte d'accusation. Et donc, la Chambre ordonne la lecture de l'acte d'accusation, mais l'accusé peut reporter la plaidoirie de culpabilité ou non culpabilité. Donc maintenant, Madame la greffière, je vais vous demander de lire l'acte d'accusation dans son intégralité. Justice Willett. Monsieur le Président, nous sommes bien évidemment au courant de l'acte d'accusation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est peut-être pas indispensable de donner lecture de l'acte d'accusation. Mon client la connaît également. Nous refusons, si on peut, la lecture de l'acte d'accusation. Non, mais comme vous savez, il y a aussi une dimension publique des audiences. Il y a un public qui est ici et qui veut savoir quelles sont les accusations. Donc, la Chambre ordonne la lecture de son intégralité. Excusez-moi, merci beaucoup de m'appeler en attention, de toute façon. Madame la greffière, s'il vous plaît. Affaire numéro IT 98-34I. Le procureur contre Mladen Naletević alias Tuta, Vinko Martinović alias Tela. Acte d'accusation. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal, accuse Mladen Naletević alias Tuta et Vinko Martinović alias Tela de crimes contre l'humanité, d'infractions graves aux conventions de Genève et de violation des lois ou coutumes de la guerre. Contexte. Le 25 juin 1991, la Croatie a proclamé son indépendance, dont la mise en œuvre a été suspendue jusqu'au 8 octobre 1991. La République de Croatie a été reconnue par la Communauté européenne le 15 janvier 1992 et a été admise au sein des Nations Unies le 22 mai 1992. La Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance le 3 mars 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue par la Communauté européenne le 6 avril 1992 et par la République de Croatie le 7 avril 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a été admise au sein des Nations Unies le 22 mai 1992. La communauté croate de Herceg-Bosna, HZHB, a été créée le 18 novembre 1991, se proclamant entité politique, culturelle, économique et territoriale, séparée ou distincte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Elle avait notamment pour objectif de tisser des liens étroits avec la République de Croatie. Le fait que la HZHB utilisait la monnaie et la langue croate et que la République de Croatie avait octroyé la nationalité croate aux Croates de Bosnie prouve la réalité de ce dessein, favorisé par la République de Croatie. Le 14 septembre 1992, la Cour constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré que la HZHB illégale. Ni la HZHB autoproclamée, ni la République croate de Herceg-Bosna, HRHB autoproclamée par la suite, n'ont jamais été reconnues internationalement. L'article 3 de la déclaration portant création de la HZHB, datée du 18 novembre 1991, indiquait que Mostar était la capitale de cette communauté. La désignation de Mostar comme capitale de la communauté croate autoproclamée a été réaffirmée dans le décret du président de la HZHB
daté du 8 avril 1992 et faisant du Conseil croate de défense, le HVO, l'organe suprême exécutif, administratif et de défense de la Herzeg-Bosna, avec Mostar comme quartier général. Cette désignation a également été réaffirmée dans le décret pris par ce même président en date du 28 août 1993, par lequel la HZHB se déclarait HRHB. Le recensement officiel de 1991 indique que, avant le déclenchement du conflit, la municipalité de Mostar comptait 126 628 habitants, dont 43 856, 34,6%, étaient musulmans, 43 037, 33,9% étaient croates, 23 846, 18,8% étaient serbes, 12 768, 9,9% étaient yougoslaves et 3 121, 2,4% d'une autre origine ethnique. Mostar est la capitale historique de la Herzégovine et la plus grande ville de cette région. Le territoire de la municipalité de Mostar inclut notamment les districts et villages suivants: Raštani, Bijelopolje, Vojno, Potoci, Rudnik, Ilići, Đikovina, Panjevina, Rodoš, Podrum, Zarum et Blagaj. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, l'armée de la République de Croatie, HV, a aidé et soutenu le HVO et a déployé ses propres unités dans Mostar et dans d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine. Parmi les unités qui agissaient en liaison avec les autorités de la République de Croatie et qui ont participé à des actions conjointes avec les unités de la HV, on trouve le Kajljenica Bojna, le bataillon des condamnés, également connu sous le nom de bataillon disciplinaire, la brigade Tuticheva, les Tutici ou hommes de Tuta, dénommés ci-après le KB, placé sous le commandement de Mladen Naletilić. Dès le mois d'octobre 1992, le HVO a lancé une attaque contre la population musulmane de Bosnie de la municipalité de Prozor. Par la suite, la HV et le HVO ont participé à un conflit armé les opposant aux forces armées du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, ABIH, et qui a duré jusqu'en février 1994. En avril 1993, le HVO a lancé une série d'attaques dirigées contre la population civile musulmane de Bosnie, comme l'attaque d'Armici le 16 avril et d'autres localités de Bosnie centrale. Dans le même temps, le 17 avril 1993, les forces de la HV et du HVO, dont le KB, ont, sous le commandement général de Mladen Naletilić, attaqué les villages de Sovici et Doljani, municipalité de Jablanica, et ont procédé au transfert forcé de la population musulmane de Bosnie et ont détruit les biens de cette dernière. Au mois d'avril 1993 également, le HVO a commencé à arrêter dans les municipalités de Herzégovine de Stolac, Kalplinja et Mostar les personnalités musulmanes de Bosnie et à prendre diverses mesures de persécution à l'encontre de la population musulmane de Bosnie. Il a ainsi démis de leur poste des musulmans de Bosnie, tant dans le secteur public que privé, pratiqué une discrimination dans la distribution de l'aide humanitaire, attaqué les maisons et les biens des musulmans de Bosnie et imposé l'utilisation de la langue croate et le programme scolaire croate. Le 9 mai 1993, les forces de la HV et le HVO, dont le KB, ont lancé une offensive militaire de grande envergure contre la population musulmane de Bosnie de Mostar et contre les positions de l'ABIH dans la ville, déclenchant ainsi un conflit armé avec l'ABIH dans la municipalité de Mostar. Par la suite, la population musulmane de Bosnie a été la cible d'une campagne de violence de grande ampleur dans les zones de Mostar occupées par la HV et le HVO, campagne qui a duré au moins jusqu'au cessez-le-feu et aux accords de paix de février et mars 1994. De l'autre côté de la ligne de front, la partie de la ville tenue par l'ABIH était assiégée par les forces de la HV et du HVO qui bombardaient massivement cette zone et empêchaient l'arrivée de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité. Mladen Naletilić, en qualité de commandant du KB, et Vinko Martinović, en qualité de commandant de la compagnie Mermak, ou Vinko Skrobo, relevant du KB, ont été les principaux responsables lors de cette campagne dirigée contre la population musulmane de Bosnie. L'objectif de cette campagne menée par les forces de la HV et du HVO
communément dénommé nettoyage ethnique, était de prendre le contrôle de Mostar, de Jablanica et d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine et de forcer la population musulmane de Bosnie à quitter ces territoires ou de réduire et d'assujettir cette population. Parmi les moyens utilisés pour atteindre cet objectif, on trouve le meurtre, les sévices corporels, la torture, les évacuations forcées, la destruction du patrimoine culturel et religieux, le pillage, la privation de droits civils et humains fondamentaux et les expulsions, détentions et internements en masse, tous ces actes étant exécutés suivant un plan systématique de discrimination ethnique. À la suite de cette campagne, des dizaines de milliers de musulmans de Bosnie ont abandonné Mostar, Jablanica et d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine. Il n'est pratiquement rien resté de la diversité ethnique traditionnelle de ces municipalités et une société et des institutions homogènes sur le plan ethnique ont été mises en place par la force dans ces régions. Les accusés. Mladen Naletelić, alias Tuta, fils de Mate et de Slavka, est né le 1er décembre 1946 à Listica Siroki Brijeg, dans la municipalité de Siroki Brijeg, en Bosnie-Herzégovine. Mladen Naletelić est croate de Bosnie de naissance. Il a acquis par la suite la nationalité de la République de Croatie, dont il est encore ressortissant à ce jour. Mladen Naletelić est allé à l'école primaire. Il a quitté la République socialiste fédérative de Yougoslavie à la fin des années 1960 ou au début des années 1970 et est demeuré à l'étranger jusqu'à son retour dans son pays d'origine en 1990. Madame la greffière, pouvez-vous passer le paragraphe 13 du respect seulement à M. Martinovic et passer au paragraphe 14? Autorité du supérieur hiérarchique. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Mladen Naletelić était le commandant du KB, une unité spéciale créée par lui-même en juin 1991 ou vers cette date. Le KB était composé d'environ 200 à 300 soldats répartis en plusieurs compagnies, dénommées ATG ou ATJ, groupe antiterroriste ou unité, cantonnées dans les municipalités de Mostar, Listica Siroki Brijeg et Ljubički. Les tâches principales du KB consistaient à mener des missions de combat sur la ligne de front, à procéder à des expulsions et à lancer des attaques contre les civils musulmans de Bosnie sur les territoires occupés par la HV et le HVO. Le KB agissait en tant que composante du HVO et de la HV ou en coordination avec ses forces. Mladen Naletelić a exercé son contrôle dans le domaine militaire comme toute personne investie d'un pouvoir hiérarchique. Il a notamment mis en place la structure organisationnelle du KB. Il a participé à la gestion et au contrôle des finances du KB. Mladen Naletelić était aussi chargé de verser la solde des membres du KB. Il prenait des décisions logistiques et tactiques. Il veillait à ce que ses troupes soient prêtes à combattre. Il planifiait, préparait et menait les opérations militaires effectuées soit par le KB seul, soit en coordination avec d'autres unités du HVO et de la HV sous le commandement général des deux armées. Et il assurait la coordination avec les officiers supérieurs de la HZHB et de la HRHB et de la République de Croatie. Mladen Naletelić a exercé son pouvoir sur les membres du KB de façon directe en rencontrant presque quotidiennement ses subordonnés directs et les commandants en second du KB, en dialoguant fréquemment avec les hommes de troupe, en visitant les différentes bases du KB et en remplissant des fonctions de commandant sur le terrain lors de certaines opérations militaires. Vinko Martinović était commandant dans la milice HOS, Force croate de défense, à Mostar en 1992. Il est par la suite devenu membre du KB. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Vinko Martinović était le chef de la compagnie du KB ATG Marmak, dénommé par la suite Vinko Srobo. Il était un subordonné de Mladen Naletelić. Comme toute personne investie d'un pouvoir hiérarchique, Vinko Martinović a participé à des opérations militaires sous le commandement du KB et en coordination avec d'autres unités du HVO et de la HV sous le commandement général de ces deux armées. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Vinko Martinović était dans la ville de Mostar, responsable d'une portion de la ligne de front dans le boulevard où le ATG Mermak, dénommé ensuite Vinko Skrobo, était déployé sous son commandement.
Il était aussi chargé de la base et des bâtiments de cette unité dans la rue Kalemova. Allégation générale. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, le territoire de la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé international et était partiellement occupé. Tous les actes et omissions présentés comme des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, infractions graves, sanctionnées par l'article 2 du statut du tribunal, se sont produits durant ce conflit armé international et cette occupation partielle. Toutes les victimes auxquelles les accusations font référence, qu'il s'agisse de civils ou de prisonniers de guerre, étaient, à toutes les époques en cause, des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949. Dans chacun des paragraphes faisant état de crimes contre l'humanité, les actes ou omissions reprochés aux accusés s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée, à grande échelle ou systématique, dirigée contre la population musulmane de Bosnie. Les accusés dont il est question dans le présent acte d'accusation étaient tenus de respecter les lois ou coutumes de la guerre régissant la conduite de la guerre, y compris les conventions de Genève de 1949. Mladen Maletelić et Vinko Martinović sont individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d'accusation, en application de l'article 7.1 du statut du tribunal, et ce pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les actes ou omissions présentés ci-après. Mladen Maletelić et Vinko Martinović sont également, ou à défaut, responsables en qualité de supérieurs hiérarchiques des actes de leurs subordonnés, en application de l'article 7.3 du statut du tribunal. Un supérieur est responsable des actes de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ces derniers s'apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis, et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher d'autres actes de ce type ou pour en punir les auteurs. Accusation. Chef d'accusation 1, persécution. Le 17 avril 1993, dans la municipalité de Jablanica, le KB a, aux côtés d'autres unités de la HV et du HVO, attaqué les villages de Sovici et d'Oljani et a ensuite procédé au transfert forcé des musulmans de Bosnie, à la destruction de leurs biens et de la mosquée de Sovici. Mladen Maletelić était le commandant général lors de cette attaque et a ordonné à ses subalternes de détruire les biens des musulmans de Bosnie et la mosquée de Sovici, d'arrêter tous les hommes adultes musulmans de Bosnie et d'expulser et de transférer de force les civils musulmans de Bosnie vers le territoire placé sous le contrôle de l'ABIH. Dans la municipalité de Mostar, le transfert forcé et l'internement des civils musulmans de Bosnie ont commencé en même temps que l'attaque menée le 9 mai 1993 par la HV et le HVO et se sont poursuivis jusqu'en janvier 1994 au moins. 2 vagues importantes de transferts forcés et de mise en détention se sont toutefois succédées. L'une dans les jours qui ont suivi l'attaque du 9 mai 1993 et l'autre pendant les premiers jours de juillet 1993. Lorsque le KB et les autres unités du HVO avaient identifié les personnes d'origine ethnique musulmane, ils les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs biens et les transféraient de force dans des centres de détention, placés sous le contrôle du HVO ou, de l'autre côté de la ligne de front, dans des territoires contrôlés par l'ABIH. Entre avril 1993 et janvier 1994 au moins, des milliers de civils musulmans de Bosnie ont été incarcérés dans des centres de détention placés sous l'autorité du HVO dans la région de Mostar et dans les municipalités voisines. Les sévices corporels, les actes de torture et les meurtres étaient monnaie courante et avaient lieu continuellement dans ces centres de détention. Le complexe de l'héliodrome, situé à Rodoš, dans la municipalité de Mostar, était le centre de détention le plus important de la région. Les civils et les prisonniers de guerre musulmans de Bosnie, arrêtés sur ordre de Mladen Maletelić et de Vinko Martinović, y étaient internés. Les membres du KB y ont infligé des sévices aux détenus musulmans de Bosnie et les y ont torturés. En outre, pendant toute la période en cause, les subordonnés de Mladen Maletelić et de Vinko Martinović ont régulièrement emmené les détenus du complexe de l'héliodrome sur les lignes de front où ils les obligeaient à effectuer certains travaux et les utiliser comme boucliers humains.
Pendant toute cette période, Mladen Naletelić s'est rendu en de nombreuses occasions au camp de l'héliodrome et n'ignorait pas que des civils musulmans de Bosnie y étaient détenus. Il savait en outre que les conditions de détention y étaient inhumaines et que des détenus y étaient victimes de mauvais traitements. Mladen Naletelić était en contact avec les commandants du camp de l'héliodrome, avait accès aux principaux bâtiments du centre et était responsable des troupes du KB cantonnées dans le centre. Dans la rue Kalemova de la ville de Mostar, le KB gérait sous la responsabilité de Vinko Martinović la base de la compagnie dénommée ATG Mermak, appelée plus tard Vinko Skrobo. Les détenus musulmans de Bosnie étaient incarcérés dans cette base qui servait de centre pour les attaques contre les civils musulmans de Bosnie, en particulier les évacuations forcées, les pillages et les expulsions de l'autre côté de ligne de front, ainsi que pour l'utilisation de détenus comme boucliers humains et leur affectation à des travaux forcés. Mladen Naletelić s'est régulièrement rendu dans ces endroits pour rencontrer Vinko Martinović et d'autres membres du KB. Mladen Naletelić savait que, outre le camp de l'héliodrome, des centres de détention existaient à Mostar et dans les municipalités voisines, et que des civils musulmans de Bosnie y étaient incarcérés et soumis à des mauvais traitements. En particulier, Mladen Naletelić savait que les centres de détention se trouvaient dans la municipalité de Listica Siroko-Brijeg, comme l'école primaire de Dorbkovicki, le poste de police du MUP et les bases du KB à Listica Siroko-Brijeg, Ljubuški et Mostar, où des musulmans de Bosnie étaient aussi détenus. Les prisonniers musulmans de Bosnie incarcérés à l'école primaire de Dorbkovicki étaient forcés de travailler dans la propriété privée de Mladen Naletelić. Sous la responsabilité de Mladen Naletelić et de Vinko Martinović, le KB a transféré de force les civils musulmans de Bosnie vers la ligne de front dans la municipalité de Mostar et les a contraints à traverser celle-ci pour rejoindre le territoire tenu par l'ABIH. Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont donné l'ordre d'expulser les musulmans de Bosnie et de piller et détruire leurs maisons et leurs biens. Pendant cette période, Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont torturé à plusieurs reprises les détenus musulmans de Bosnie, ont ordonné à leurs subalternes de torturer les musulmans de Bosnie ou les ont incités à le faire en donnant eux-mêmes l'exemple. De grandes souffrances physiques et mentales ont été infligées intentionnellement aux musulmans de Bosnie pour leur extorquer des renseignements, les punir, leur faire payer l'évolution défavorable de la situation sur les lignes de front, les intimider, et ce en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Entre avril 1993 environ et janvier 1994 au moins, Mladen Naletelić en qualité de commandant du KB et Vinko Martinović en qualité de chef de la compagnie Mermak ou Vinko Skrobo de la KB ont, avec d'autres dirigeants, agents et membres de la HV et du HVO, planifié, incité à commettre, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime contre l'humanité. Ils se sont en effet livrés, sur le territoire appartenant prétendument à la HZHB et à la HRHB, à la persécution généralisée ou systématique de civils musulmans de Bosnie, pour des motifs politiques, raciaux, ethniques ou religieux, en utilisant les moyens ci-après, y compris selon le cas, en se rendant coupable des actes et comportements décrits au chef 2 à 22 ci-après. Petit a. En internant, détenant, transférant de force et déportant illégalement des civils musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite aux paragraphes 53 et 54. Petit b. En soumettant les musulmans de Bosnie à des actes de torture et des actes inhumains, à un traitement inhumain et cruel, en les tuant délibérément, en leur causant intentionnellement de grandes souffrances, en les forçant à travailler au mépris de la loi, notamment sur les lignes de front de Mostar, et en les utilisant comme boucliers humains, ce qui, dans certains cas, a causé leur mort, y compris de la façon décrite au paragraphe 32 à 52. Petit c. En détruisant et en saccageant gratuitement les habitations et les bâtiments musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite au paragraphe 55, 56 et 58, et, petit d, en pillant les biens publics et privés des musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite au paragraphe 57. Par ces actes et omissions, Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont commis, chef 1,
persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5H, 7A et 7.3 du statut du tribunal. Chef 2 à 8. Travail illégal et bouclier humain en tant que traitement inhumain et homicide intentionnel. Entre avril 1993 environ et jusqu'en janvier 1994 au moins, Mladen Naletelić, Vinko Martinović et leurs subordonnés ont forcé les musulmans de Bosnie internés dans différents centres de détention placés sous l'autorité du HVO à exécuter des travaux lors d'opérations militaires et les ont utilisés comme boucliers humains dans le boulevard et la rue Santicheva, à Rajdani, Stotina et dans d'autres endroits le long de la ligne de front dans la municipalité de Mostar. Suite à l'attaque de la ville de Mostar par la HV et le HVO le 9 mai 1993, la ligne de front avec l'ABIH suivait le tracé du boulevard et de la rue Santicheva. De mai 1993 à février 1994, le KB était engagé dans des combats le long du boulevard et de la rue Santicheva et contrôlait certaines parties de cette ligne de front. Celle-ci était à la fois le théâtre de tirs nourris d'armes légères et d'échanges d'artillerie entre les factions ennemies et l'endroit principal où les prisonniers musulmans de Bosnie étaient amenés pour des travaux forcés ou pour servir de bouclier humain. De mai 1993 à janvier 1994 au moins, des détenus étaient régulièrement emmenés du camp de l'Héliodrome et d'autres centres de détention vers les bases du KB dans la ville de Mostar pour être finalement transférés vers les lignes de front. Les détenus étaient contraints, au péril de leur vie, d'accomplir diverses missions dangereuses de soutien militaire au profit de la HV et du HVO. Ils devaient notamment creuser des tranchées, construire des moyens de défense avec des sacs de sable, emmener les soldats de la HV ou du HVO blessés ou tués, transporter des munitions et des explosifs le long de la ligne de front et les installer en face des positions de l'ABIH. Ces tâches étaient souvent effectuées par les détenus dans des conditions qui les exposaient directement aux tirs ennemis, ce qui permettait de protéger les soldats du HVO. Dès lors, les détenus étaient transformés en boucliers humains. En d'autres occasions, le KB a utilisé des détenus uniquement pour protéger des tirs ennemis, ses soldats, et ceux d'autres à unités HV et HVO, ou pour attirer le feu ennemi sur les détenus afin de déterminer les positions de l'ABIH. Du fait des échanges de tirs nourris et de leur exposition directe à ces tirs, ajoutés à la faible distance séparant les belligérants, les détenus et les prisonniers avaient les plus grandes chances d'être tués ou grièvement blessés. Mladen Naletelić et Vinko Martinović connaissaient ces risques. Exposer sciemment les détenus musulmans de Bosnie à ces risques revenait à leur infliger un traitement inhumain et dans certains cas à causer des blessures et à provoquer leur mort. De mai 1993 à janvier 1994, Mladen Naletelić s'est rendu à plusieurs reprises au camp de l'Héliodrome et sur les bases du KB dans la ville de Mostar, où il a rencontré ses subordonnés et des détenus. S'étant rendu sur place et recevant des rapports de ses subordonnés, Mladen Naletelić savait que des détenus et des prisonniers étaient contraints d'exécuter certains travaux et servaient de boucliers humains et qu'ils pouvaient y laisser leur vie ou être blessés. Madame la greffière, vous pouvez passer au paragraphe 43, une fois que les autres disent respect seulement M. Martinović. Donc vous reprenez 43. Oui. Paragraphe 43. Le 23 septembre 1993, Mladen Naletelić a ordonné au KB d'attaquer le village de Rajdani dans la municipalité de Mostar. Au cours de l'attaque, des détenus musulmans de Bosnie venant du camp de l'Héliodrome ont été forcés de marcher devant les attaquants et de franchir les lignes de l'ennemi afin de fouiller ses positions. Les détenus étaient contraints d'exécuter ces tâches au péril de leur vie, exposés qu'ils étaient aux échanges continus de tirs. Pendant cette période, Mladen Naletelić, Vinko Martinović et leurs subordonnés ont également contraint des détenus musulmans de Bosnie à accomplir des travaux dans d'autres endroits que les lignes de front. Les détenus musulmans de Bosnie ont en outre été forcés d'effectuer des travaux de construction, d'entretien et de réparation dans les propriétés privées des membres et des commandants du KB, de creuser des tranchées, de fortifier les positions du KB ou d'autres forces de la HV et du HVO, et d'aider les membres du KB à piller les maisons et les biens des musulmans de Bosnie.
Par ces actes et omissions, Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont commis, chef 2, actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 3, traitement inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 2B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 4, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut. Chef 5, travail illégal, une violation des lois ou coutumes de la guerre, au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 51 de la 4e Convention de Genève et les articles 49 et 50 de la 3e Convention de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut. Chef 6, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 7, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 2A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 8, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut. Chef 9 à 12, torture et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances. Au début du mois de mai 1993 et au moins jusqu'en janvier 1994, Mladen Naletelić, Vinko Martinović et leurs subordonnés ont torturé ou causé intentionnellement de grandes souffrances aux civils et aux prisonniers de guerre musulmans de Bosnie capturés par le KB ou détenus sous l'autorité du HVO. De graves souffrances physiques et mentales ont été infligées aux détenus musulmans de Bosnie pour leur extorquer des renseignements, les punir, leur faire payer l'évolution défavorable de la situation sur les lignes de front ou les intimider, et ce en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Pendant cette période, Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont, à maintes reprises, commis et aidé et encouragé des actes de torture, causé intentionnellement de grandes souffrances, et par l'exemple qu'ils donnaient, ont incité et encouragé leurs subordonnés à commettre des actes de torture ou à causer de grandes souffrances aux détenus musulmans de Bosnie. Mladen Naletelić a commis et incité à commettre des actes de torture ou a infligé et incité à infliger de grandes souffrances aux détenus musulmans de Bosnie le 20 avril 1993 à la suite de l'attaque lancée sous son commandement général contre la population musulmane de Bosnie de Sovici et de Doljani par les forces de la HV et du HVO. Dans le cadre des préparatifs de l'attaque par la HV et le HVO contre Mostar, le 7 mai 1993, des membres non identifiés du KB ont arrêté à Mostar le témoin B, qui à l'époque était une figure éminente de la communauté musulmane de Bosnie, et l'ont emmené à la base du KB, à Listica Siroko-Brijeg. Là, Mladen Naletelić et ses subordonnés ont torturé le témoin B, lui causant ainsi de graves blessures. Suite à l'attaque de la HV et du HVO contre Mostar, le 10 mai 1993, Mladen Naletelić a physiquement agressé le témoin M, prisonnier de guerre capturé à Mostar par ses subalternes. Madame la greffière, vous pouvez passer au paragraphe 49 et passer au 50. Paragraphe 50 Oui. Paragraphe 50. Pendant cette période, les membres du KB infligeaient couramment des sévices corporels aux civils et aux prisonniers de guerre musulmans de Bosnie et les torturaient régulièrement. Ces sévices corporels et tortures étaient le fait d'un nombre important de membres du KB, y compris les commandants. Ils ont été commis dans différentes bases du KB à Mostar, Listica Siroki-Brijeg et Ljubuški. Des sévices corporels et des actes de torture ont aussi été infligés dans d'autres centres et camps de détention placés sous l'autorité du HVO, comme la prison de Ljubuški et le camp de l'Héliodrome. Des sévices corporels et des actes de torture ont en outre été infligés dans plusieurs endroits après l'arrestation de prisonniers. Mladen Naletelić et Vinko Martinović savaient, ou avaient des raisons de savoir,
que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre de tels actes ou les avaient commis, et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher d'autres actes de ce type ou pour en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont commis, chef 9, torture, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5F, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 10, torture, une infraction grave aux conventions de Genève 1949, sanctionnée par les articles 2B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 11, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 12, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2C, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Madame la greffière, vous passez directement maintenant à l'article 53, chef 18. Une fois que les autres disent respect seulement à M. Martinović. Chef 18, transfert de force. Vers le 17 avril 1993, suivant les plans et sous le commandement général de Mladen Naletelić, le KB a, en compagnie d'autres forces de la HV et du HVO, attaqué les villages de Sovici et de Doljani dans les municipalités de Jablanica. Après la prise de Sovici, les troupes qui avaient lancé l'attaque ont, les 18 et 19 avril 1993, interné de force plusieurs centaines de civils musulmans de Bosnie dans l'école primaire. Les jours suivants, les forces placées sous le commandement de Mladen Naletelić ont rassemblé l'ensemble de la population civile musulmane de Bosnie, de Sovici, environ 450 femmes, enfants et personnes âgées, dans le hameau de Januševići et ont ensuite transféré ces personnes de force vers le territoire de Gornji Vakuf, placé sous le contrôle de l'ABIH. Dans la municipalité de Mostar, Mladen Naletelić et Vinko Martinović étaient responsables et ont donné l'ordre du transfert forcé de civils musulmans de Bosnie, lequel a commencé le 9 mai 1993 et s'est poursuivi au moins jusqu'en janvier 1994. Les membres du KB placés sous leurs ordres ont joué un rôle de premier plan dans l'expulsion, l'arrestation et le transfert forcé de civils musulmans de Bosnie pendant la période en cause, et en particulier dans les deux vagues importantes de transferts forcés qui ont eu lieu en mai et en juillet 1993. Dès lors, les unités du KB et du HVO avaient identifié les personnes d'origine ethnique musulmane, elles les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs maisons et les transféraient de force de l'autre côté des lignes de front, vers les territoires contrôlés par l'ABIH. L'ABIH tenait une partie de la ville qui était assiégée par les forces de la HV et du HVO. Ces dernières bombardaient massivement la zone et empêchaient l'arrivée de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité. Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont commandé ces opérations dans ce but et ont donné l'ordre à leurs subordonnés de procéder au transfert forcé. Par ces actes et omissions, Mladen Naletelić et Vinko Martinović ont commis, chef 18, transfert illégal d'un civil, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 19 à 22, destruction et pillage de biens. Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17 avril 1993, Mladen Naletelić a ordonné la destruction de toutes les maisons des musulmans de Bosnie dans la région. La destruction systématique des maisons des musulmans de Bosnie a été exécutée par les forces placées sous l'autorité de Mladen Naletelić, qui, à l'époque des faits, assurait le commandement de la zone occupée par les forces de la HV et du HVO. Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17 avril 1993, Mladen Naletelić a ordonné la destruction de la mosquée de Sovici. Celle-ci a été détruite par les forces placées sous l'autorité de Mladen Naletelić, qui à l'époque des faits assurait le commandement de la zone occupée par les forces de la HV et du HVO.
Suite à l'attaque lancée par la HV et le HVO contre Mostar le 9 mai 1993, et dans le cadre de la campagne de persécution dirigée contre la population musulmane de Bosnie qui a suivi cette attaque, les unités placées sous les ordres de Mladen Alitelić et de Vinko Martinović ont systématiquement pillé les maisons et les biens des musulmans de Bosnie. Suite à la prise du village de Rajtani dans la municipalité de Mostar le 23 septembre 1993, les forces placées sous les ordres de Mladen Alitelić ont détruit les maisons du village appartenant aux musulmans de Bosnie. Par ces actes et omissions, Mladen Alitelić et Vinko Martinović au commis. Chef 19, destruction de biens sur une grande échelle, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 20, destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 21, pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3E, 7.1 et 7.3 du statut. Chef 22, saisie, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés au culte, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Le procureur, signé Louise Arbour, fait le 18 décembre 1991, La Haye, Pays-Bas. Je me reprends. Fait le 18 décembre 1998, La Haye, Pays-Bas. Merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, il était le moment de demander à M. Alitelić s'il peut être coupable ou non coupable. La défense nous informe qu'il faudrait qu'elle veut reporter ce moment de plaider coupable ou non coupable. Je crois qu'il s'agit de l'article 62, 3 petit i, dans les 30 jours suivant sa comparution initiale. Et donc, la Chambre va reporter le moment de plaider coupable ou non coupable. Excusez-moi, je crois que M. Alitelić veut dire quelque chose. Maître Krusnik, vous pouvez savoir qu'est-ce que votre client veut dire, s'il vous plaît? Monsieur le Président, mon client souhaite plaider la culpabilité ou non culpabilité, c'est ce qu'il vient de me dire. Bon, pour que les choses soient claires, Maître Krusnik, votre client est-il en condition de plaider coupable ou non aujourd'hui? Monsieur le Président, c'est lui qui vient de décider, par conséquent, ils se sont capables de dire ce qu'il en pense. Je me tourne vers M. Alitelić. Vous vous sentez en condition de plaider coupable ou non coupable aujourd'hui? Oui, je peux plaider, Monsieur le Président. Très bien. On va le faire tout de suite. Seulement, on doit reprendre l'acte d'accusation et nous allons reprendre un peu plus de temps. Oui, parce qu'il faut lire maintenant chaque chef d'accusation pour savoir si M. Alitelić va plaider coupable ou non. Oui, parce qu'il ne peut pas déclarer dans la généralité. Et donc, nous avons fait tout ça dans la perspective que nous allions reporter le moment de plaidoirie. Une fois que M. Alitelić revoit sa décision, sa propre décision, c'est très bien, M. Alitelić, vous avez le droit de le faire aujourd'hui, comme vous avez le droit de le faire 30 jours après. Donc, Madame la greffière, mais comme nous avons lu l'acte d'accusation,
comme nous avons lu l'acte d'accusation, nous allons lire seulement maintenant les chefs d'accusation. C'est-à-dire, Madame la greffière, vous allez reprendre l'acte d'accusation à la page 11. Vous allez lire le chef d'accusation 1. Chef 1, persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A, 5H, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Monsieur Naletelitch, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation? Dakle, časni sude, želio bi se zahvaliti mom odvjetniku Krsniku za brigu o mome zdravlju, kao i gospođi tužiteljici Carla Di Ponte za... Excusez-moi, je dois vous interrompre. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous m'entendez? Monsieur le Président, vous m'entendez? Maintenant, oui. Mais avant, excusez-moi, Monsieur Naletelitch. Oui, Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai dit. Je voulais tout simplement remercier à mon conseil, M. Krsnik, de s'occuper de ma santé. Je voudrais remercier également Madame le procureur. Elle me fait confiance, elle sait que je peux suivre le procès. Et en ce qui concerne les soldats qui étaient membres du bataillon, je voudrais tout simplement dire quelque chose, Monsieur le Président. Excusez-moi, vous aurez à la fin de ce moment l'opportunité de parler. Maintenant, je vous ai demandé si vous plaidez coupable ou non, vous devez répondre seulement je plaide coupable ou je plaide non coupable. Monsieur le Président, si c'est le crime que de défendre sa patrie, à ce moment-là, je suis coupable, sinon je ne le suis pas. Mais vous me permettez, Monsieur le Président, Monsieur le juge, de dire quand même quelques mots. Je propose au tribunal... Excusez-moi, Monsieur Naletelitch, je dois... Non, Maître Krsnik. Monsieur le Président, est-ce que je peux m'asseoir? Je ne me sens pas bien. Oui, vous pouvez vous asseoir. Oui. Je peux m'asseoir, merci, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir. Vous m'entendez? Excusez-moi. Monsieur Naletelitch, je dois vous avertir que je vous ai posé une question à laquelle vous devez répondre seulement je plaide coupable ou je ne plaide coupable. C'est ça seulement que vous devez me répondre maintenant. Au chef d'accusation 1 que Madame la greffière vous a lu, vous plaidez coupable ou non coupable? Monsieur le Président, je ne peux pas me déclarer de cette façon-là, Monsieur le Président. Donc, moi, je dois mourir et pas le reste. Maître Krsnik, vous avez bien expliqué à votre client qu'est-ce qu'il s'agit d'une plaidoirie de culpabilité ou non culpabilité? Monsieur le Président, bien évidemment, j'ai donné toutes les explications à mon client, mais c'est mon client qui considère tout simplement que c'est de cette manière-là qu'il a le droit de parler. Il veut dire qu'il n'est pas coupable, mais de sa façon. Il veut plaider non coupable, mais de sa façon. Excusez-moi, Monsieur le Président. Krsnik, nous allons faire une pause de 15 minutes et vous allez expliquer bien à M. Naletelitch, parce que sinon, je ne peux pas continuer. Donc, un quart d'heure
pour expliquer à M. Naletelic quelles sont ses obligations devant le tribunal. On va revenir d'ici un quart d'heure. All rise, priez vous lever.